Salut à toi. On plonge aujourd'hui dans le monde, parfois un peu flou, de la recherche en psychologie. Ah oui, la psychologie. Ouais. On va essayer de comprendre comment les psys étudient nos comportements de pensée. Comment ils font le tri entre ce qu'on croit savoir et ce qui est prouvé scientifiquement? Exactement. Parce que des fois, on a l'impression de bien connaître l'esprit humain. On en a un après tout. C'est ça. Mais attention, c'est pas aussi simple. Notre intuition peut nous jouer des tours. Ah ça, c'est sûr. On se trompe souvent sur le fonctionnement de notre propre cerveau. Tiens, par exemple, t'as déjà entendu dire que la pizza pouvait donner des hallucinations psychédéliques. La pizza hallucinogène. Ouais. Ah. Bon, c'est une idée un peu folle, hein? Mais on va voir pourquoi ce genre d'affirmations, même fausses, peuvent paraître logiques à première vue. Notre source nous explique ça très bien. En fait, c'est parce que notre intuition a ses limites. Ah, intéressant. D'accord. Alors, explique-moi, qu'est-ce qui rend notre intuition si peu fiable? Un des pièges, c'est ce qu'on appelle le biais rétrospectif. C'est le fameux «je le savais». Ah oui, je te l'avais bien dit. Après coup? Exactement. On a l'impression d'avoir prédit un événement juste parce qu'il s'est produit. On surestime notre capacité à prévoir l'avenir. Je vois. T'as un exemple concret? Imagine tu dis à un ami, prends pas cette route, il y aura des bouchons. S'il tombe dans les bouchons, tu vas te dire, je le savais. Forcément. Mais s'il n'y avait pas eu de bouchon, tu n'aurais même pas repensé. On oublie vite nos prédictions ratées. Ah oui, c'est vrai. On retient surtout quand on a eu raison. Exactement. Ça nous donne une fausse impression de contrôle sur le passé. Donc si je comprends bien, on se base plus sur ce qui s'est déjà passé que sur une analyse objective. C'est ça. Et ce n'est pas le seul piège. On a aussi tendance à être trop sûr de nous, même quand on manque d'infos. L'excès de confiance. Le classique. Exactement. Et le pire, c'est qu'on a tendance à voir des liens de cause à effet là où il n'y en a pas. Ah oui. Comme quand on lance une pièce 10 fois et qu'elle tombe sur face à chaque fois. Tout à fait. On se dit qu'il y a un truc alors que c'est juste du hasard. On cherche du sens partout. Exactement. Et ça peut nous mener à des conclusions complètement fausses. Bon, je comprends mieux l'importance des méthodes scientifiques en psychologie. Faut pas se fier à son intuition. Absolument. C'est pour ça que les psychologues ont développé plein de méthodes pour étudier l'esprit humain de manière rigoureuse. Parlons-en de ces méthodes. On commence par les études de cas. Bien sûr. C'est comme un zoom sur une personne, un petit groupe. On analyse en profondeur pour comprendre des phénomènes uniques. Ok. Et le but, c'est de filles. Notre source prend l'exemple de Victor. Victor, lui, dès qu'il sent l'odeur du café, il devient anxieux, irritable. Pauvre Victor. Ça doit pas être facile tous les matins. Non, vraiment pas. Son cas montre que nos expériences passées influencent nos réactions. Même des réactions un peu bizarres comme ça. Exactement. On peut imaginer que l'odeur du café est liée à un mauvais souvenir pour lui. Mais attention, on ne peut pas généraliser à partir d'un seul cas. Bien sûr. Non. Le cas de Victor est spécifique. Ça ne veut pas dire que tout le monde réagit comme ça au café. D'accord. Donc, les études de cas sont utiles pour explorer, mais pas pour tirer des conclusions générales. Exactement. Passons à une autre méthode, l'observation naturaliste. J'imagine qu'il s'agit d'observer les gens dans leur environnement naturel, sans intervenir. Exactement. Imagine des chercheurs qui observent des chimpanzés dans la jungle, des enfants dans une cour de récréation. Ou des supporters de foot dans un stade. Ouais. Le but, c'est de décrire les comportements tels qu'ils se produisent naturellement. Notre source dit que ça permet de comprendre comment on interagit avec notre environnement. Oui, mais attention, on ne peut pas expliquer les causes des comportements juste en observant. Ah bon? Pourquoi? On peut constater que deux choses se produisent en même temps. Une corrélation, quoi. Mais ça prouve pas que l'une cause l'autre. Donne-moi un exemple. Imaginons, on observe que les enfants qui jouent dehors sont plus calmes en classe. Ça paraît logique. Oui, mais on peut pas dire que jouer dehors rend les enfants plus calmes. Il pourrait y avoir d'autres explications. Ah oui, c'est vrai. D'autres facteurs. Exactement. C'est pour ça qu'on utilise d'autres méthodes, comme les enquêtes. Ah oui, les fameux sondages. On en voit partout. Exactement. C'est très utile pour collecter des infos sur les opinions, les comportements des gens. Notre source parle des travaux de Kinsey sur la sexualité humaine. Oui, il a utilisé beaucoup d'enquêtes pour ses recherches. C'était révolutionnaire à l'époque. C'était un sujet tabou, hein? Complètement. Mais attention, les enquêtes ont aussi leurs limites. Ah bon? Lesquelles? La façon dont on pose les questions influence les réponses. C'est l'effet de formulation. Ah oui, si on pose une question de manière suggestive, on peut biaiser les résultats. Exactement. Et il faut faire attention à qui on interroge.
Pour que les résultats soient fiables, l'échantillon doit être représentatif de la population. Donc, si on n'interroge que des étudiants, on ne peut pas généraliser les résultats à toute la population. C'est ça. Faut bien choisir les participants pour éviter les biais. Ok, compris. Donc, les enquêtes, c'est un outil puissant, mais il faut être prudent. Tout à fait. On arrive maintenant à un point crucial. La différence entre corrélation et causalité. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça, mais c'est pas toujours clair pour moi. Tu peux m'expliquer? Avec plaisir. On observe souvent un lien entre deux choses, mais ça ne veut pas dire que l'une cause l'autre. Ouais. Notre source prend l'exemple Bob. Bob, il adore les pizzas un peu douteuses. Bob et ses pizzas bizarres. Un jour, après avoir mangé une de ses pizzas, Bob a des hallucinations. Aïe! C'est la pizza qui fait ça. Pas forcément. On observe une corrélation, les deux événements se produisent en même temps. Mais ça prouve pas que la pizza est la cause. Ah oui, peut-être qu'il avait déjà des prédispositions aux hallucinations ou qu'il a mangé autre chose. Exactement. Il pourrait y avoir plein d'autres explications. Donc, si on voit une corrélation, ça veut juste dire que deux choses se produisent souvent ensemble. Ça ne veut pas dire que l'une cause l'autre. Exactement. Pour prouver un lien de cause à effet, faut mener des expériences scientifiques. Parlons-en de ces expériences. C'est comme ça qu'on teste des hypothèses, non? Tout à fait. On manipule une variable et on observe son effet sur une autre. Ok, mais concrètement, ça se passe comment? Notre sauce propose une expérience pour tester l'effet de la caféine sur la résolution de problèmes. Ok, intéressant. Raconte-moi. On prend un groupe de participants, on leur fait résoudre un labyrinthe géant. Un labyrinthe géant. J'adore. On divise le groupe en deux. Un groupe qui boit du café et un groupe qui boit une boisson sans caféine, un placebo. Le but, c'est de voir si le café aide à résoudre le labyrinthe plus vite. Exactement. On manipule la caféine, c'est notre variable indépendante, et on observe son effet sur le temps de résolution, la variable dépendante. Mais comment on peut être sûr que c'est vraiment la caféine qui fait la différence? C'est là qu'intervient la notion de contrôle. On répartit les participants au hasard dans les groupes pour que les différences individuelles ne faussent pas les résultats. On s'assure aussi que les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Même labyrinthe, même niveau de bruit, etc. Exactement. On contrôle tous les facteurs possibles pour isoler l'effet de la caféine. Je vois. Donc, on essaie de standardiser au maximum pour que la seule différence soit le café. C'est ça. Et on peut utiliser d'autres techniques pour renforcer le contrôle, comme la procédure en double aveugle. Ni les participants, ni les chercheurs ne savent qui a bu le café. Ah oui, comme ça, on évite que les attentes influencent les résultats. Exactement. On peut aussi faire varier la dose de caféine, voir si l'effet est plus ou moins fort. Fascinant de voir comment les chercheurs testent leurs hypothèses avec autant de rigueur. Oui, c'est un travail minutieux, mais passionnant. Mais j'imagine que ça soulève aussi des questions éthiques. Bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi avec des participants humains. Il faut respecter certaines règles. Exactement. On doit informer les participants des objectifs de l'étude, des risques, et obtenir leur consentement avant qu'ils participent. C'est la base du respect en recherche. Tout à fait. Et il faut aussi garantir la confidentialité des données. Protéger la vie privée des participants. Exactement. C'est essentiel pour une recherche éthique et responsable. Bon, on a déjà vu plein de choses, mais j'ai encore plein de questions. N'hésite pas, on est là pour ça. Par exemple, est-ce que toutes les recherches en psychologie se basent sur des expériences comme celle du labyrinthe? Pas du tout. Il existe plein d'autres méthodes. On en parlera plus en détail dans la suite de notre exploration. Super, j'ai hâte d'en savoir plus. Mais avant de passer à la suite, j'aimerais qu'on revienne un instant sur la distinction entre corrélation et causalité. C'est vraiment un point important à comprendre. Avec plaisir. On peut prendre un autre exemple. Imaginons qu'on observe une corrélation positive entre le temps passé à jouer aux jeux vidéo et les résultats scolaires. Ah oui, ça, on entend souvent dire que les jeux vidéo rendent plus intelligents. Sauf que ce n'est pas forcément le cas. Il pourrait y avoir d'autres explications à cette corrélation. Ah bon, comme quoi? Par exemple, peut-être que les ados qui ont de bons résultats scolaires ont plus de temps libre pour jouer aux jeux vidéo. C'est l'inverse de ce qu'on pense. Ou alors, c'est peut-être un troisième facteur, comme le soutien des parents, qui influence à la fois les jeux vidéo et les résultats scolaires. Donc, corrélation n'égale pas causalité. Exactement. Il faudrait des études plus poussées pour comprendre le lien réel entre les jeux vidéo et les résultats scolaires. Ok, je comprends mieux maintenant. Faut pas tirer de conclusions hâtives. Tout à fait. Il faut toujours garder un esprit critique. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà bien avancé dans notre exploration du monde fascinant de la recherche en psychologie. Oui, c'est un domaine passionnant, plein de surprises. On se retrouve bientôt pour la suite de notre deep dive.
Avec plaisir. On reprend notre exploration de la recherche en psychologie. On avait commencé à parler des expériences. Oui, avec l'exemple du labyrinthe et de la caféine, c'était super intéressant. Exactement. Et on avait vu l'importance de répartir les participants au hasard dans les groupes. Oui, pour éviter que les différences entre les personnes ne faussent les résultats. Mais honnêtement, est-ce que c'est vraiment si important? On pourrait juste essayer de faire 2 groupes équilibrés avec le même nombre d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes? Non. Bonne question. En fait, la répartition aléatoire est beaucoup plus efficace pour minimiser les biais. Imagine qu'on répartisse les participants à l'œil. On risque de rater des différences subtiles. Ah oui, comme... Par exemple, le fait que les personnes plus âgées boivent peut-être moins de café en général. Ah oui, c'est vrai, on n'y penserait pas forcément. Avec la répartition aléatoire, ces différences se répartissent équitablement entre les 2 groupes, même celles auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est comme un jeu de cartes, en fait. Oui, exactement. On mélange les cartes avant de les distribuer. Pour que chaque joueur ait une main équitable. C'est ça. Comme ça, on est plus sûr que si on observe une différence entre le groupe caféine et le groupe placebo, c'est bien la caféine qui la cause. Et justement, pourquoi on utilise un placebo? Le placebo, c'est pour contrôler l'effet des attentes. L'effet placebo. Oui, le simple fait de croire qu'on prend un médicament, même s'il est inactif, peut avoir un effet sur notre corps. Incroyable. Notre esprit est puissant. Absolument. Donc, on utilise un placebo dans le groupe témoin pour comparer avec le groupe caféine. Et voir si la caféine a un effet qui va au-delà du placebo. Exactement. C'est important de distinguer les deux. Ok, compris. Donc le placebo, c'est pas juste un truc magique, ça a vraiment sa place dans la recherche. Tout à fait. Ça nous montre à quel point on peut s'influencer soi-même. Revenons à notre expérience du labyrinthe. On a parlé de la répartition aléatoire, du placebo. Y a-t-il d'autres éléments importants à prendre en compte pour contrôler les variables? Bien sûr. Il faut s'assurer que les conditions de l'expérience sont les mêmes pour tous. Ah oui. On ne voudrait pas que certains participants soient distraits par du bruit pendant qu'ils essaient de résoudre le labyrinthe. Exactement. Il faut que tout soit standardisé. La seule différence entre les groupes doit être la caféine. Ok, donc standardization. Contrôle expérimental. Exactement. Plus on contrôle, plus on est sûr que les résultats sont fiables. C'est beaucoup de travail pour une seule expérience. C'est vrai, mais c'est ça la recherche scientifique. Rigueur et précision. Exactement. Et n'oublions pas les aspects éthiques. On en a parlé un peu, mais j'aimerais qu'on y revienne. Oui, bien sûr. C'est important de respecter les participants. Tout à fait. Avant même de commencer une expérience, on doit s'assurer qu'elle est éthique. On a déjà parlé du consentement éclairé, par exemple. Oui, c'est essentiel. Les participants doivent être informés des objectifs, des risques et pouvoir se retirer à tout moment. Et la confidentialité des données, c'est important aussi. Absolument. On ne peut pas divulguer d'informations personnelles sans accord. C'est une question de respect et de confiance. Tout à fait. La recherche en psychologie a un impact sur la vie des gens, il faut être responsable. Je te propose un petit jeu pour mettre en pratique ce qu'on a appris. Allez, c'est parti. J'aime bien les jeux. Imagine tu lis un article qui dit qu'il y a une corrélation entre regarder la télé et le risque de dépression. Intéressant. Donc, regarder la télé rend dépressif. C'est la conclusion de l'article, oui. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Attention, corrélation n'égale pas causalité. Ah oui, c'est vrai. Il pourrait y avoir d'autres explications. Par exemple, les personnes dépressives regardent peut-être plus la télé pour se distraire. L'inverse de ce qu'on pensait. Ou alors, c'est un troisième facteur, comme le stress, qui augmente à la fois la télé et la dépression. Donc on ne peut pas dire que la télé cause la dépression juste à cause d'une corrélation. Exactement. Il faudrait des études poussées pour le savoir. Ok, c'est noté. Faut pas se laisser avoir par les apparences. C'est ça. Toujours rester critique. Et si tu devais choisir un comportement humain à étudier, ce serait quoi? Laisse-moi réfléchir. Je dirais la créativité. Comment elle fonctionne? Qu'est-ce qui la stimule? Passionnant. Et comment tu l'étudierais, cette créativité? Je ferais des observations des entretiens. Avec des artistes, des scientifiques? Oui, et des expériences pour tester l'impact de différents facteurs. L'environnement, les émotions. Un beau projet de recherche en perspective. Oui, mais pour l'instant, on continue notre exploration. On a encore plein de choses à découvrir sur la psychologie. Exactement. On se retrouve bientôt pour la suite. De retour pour la suite de notre deep dive dans la recherche en psycho. On a déjà vu pas mal de choses. Les études de cas, l'observation, les enquêtes. Et les expériences. N'oublions pas les expériences. Ah oui, bien sûr. Avec les labyrinthes, la caféine, tout ça. Mais j'imagine qu'il y aura encore plein d'autres choses à découvrir. Ah oui, absolument. La psychologie est un domaine immense. Il y a plein de spécialisations différentes. Justement, ça m'intrigue. On entend souvent parler des psycliniciens.
ceux qui font de la thérapie. Oui, c'est souvent ce qu'on imagine en premier. Mais c'est qu'il existe d'autres types de psychologues. Bien sûr. La psycho, c'est pas que le divan et la thérapie. Il y a la psychologie du développement, par exemple. La psychologie du développement. Ouais, ça étudie l'évolution de la personne tout au long de sa vie, de la naissance à la vieillesse. Ah oui, c'est vrai qu'on change beaucoup mentalement et émotionnellement au cours de notre vie. Exactement. Les psys du développement, ils s'intéressent à l'apprentissage, au langage, aux relations sociales. Comment on grandit, comment on apprend. Tout ça. Il y a aussi la psychologie sociale. La psychologie sociale. Oui, ça explore l'influence des autres sur nos pensées, nos émotions. Ah oui, on est toujours influencé par les autres, c'est sûr. Les psys sociaux, ils étudient des trucs comme la conformité, les préjugés. Le leadership, la persuasion, Exactement. Comment on se comporte en groupe, comment on interagit les uns avec les autres. intéressant. Et il y a quoi d'autre? Ben, il y a la psychologie cognitive. Encore une nouvelle branche. Oui, ça se concentre sur les processus mentaux. La perception, la mémoire, le langage. Comment notre cerveau traite l'information, en gros. C'est ça. Les psychognitifs utilisent des expériences pour comprendre comment on pense, comment on prend des décisions. Fascinant. Et c'est tout. Non, non. Il y a encore plein d'autres spécialisations. La neuropsychologie, la psycho-environnementale, la psycho du sport. Wow. La psycho, c'est un vrai univers. Mais du coup, comment on fait pour choisir sa spécialité si on veut devenir psychologue? Bonne question. Le mieux, c'est d'explorer un peu chaque branche, de lire des articles scientifiques, de parler à des psys. Se renseigner, quoi. Voilà. Bien. Et pourquoi pas faire des stages pour voir la pratique sur le terrain? Bah oui, c'est une bonne idée. L'important, c'est de trouver un domaine qui nous passionne. Exactement. Et il ne faut pas oublier que la psycho est une science en constante évolution. De nouvelles découvertes tout le temps. Oui. L'intelligence artificielle, les neurosciences, la génétique, tout ça influence la recherche en psycho. C'est dingue. L'avenir de la psycho s'annonce passionnant. Mais avant de conclure, j'aimerais qu'on revienne à l'essence même de la psychologie. Qu'est-ce que c'est? La psychologie. Oui. Au-delà des méthodes, des statistiques. C'est quoi le but? Bonne question. Pour moi, la psycho, c'est l'étude de l'être humain, dans toute sa complexité. C'est vrai. On a parlé de beaucoup de choses, mais au final, c'est toujours l'humain qui est au centre. Exactement. La psycho cherche à comprendre ce qui nous motive, ce qui nous rend uniques. Nos émotions, nos pensées, nos comportements. C'est ça qui est passionnant. Explorer l'esprit humain, avec ses forces et ses faiblesses. C'est pour ça que j'aime la psychologie. Elle nous aide à mieux nous comprendre et à comprendre les autres. Tout à fait. La psycho nous apprend à observer, à écouter, à nous remettre en question. Et à nous émerveiller devant la complexité de l'être humain. Exactement. Chaque personne est unique et précieuse. Voilà, on arrive à la fin de notre deep dive dans le monde de la recherche en psycho. Merci pour ce voyage passionnant. J'ai appris plein de choses. Moi aussi. J'espère que nos auditeurs sont aussi captivés que nous par la psychologie. En tout cas, la recherche en psycho a encore de beaux jours devant elle. Restez curieux, posez-vous des questions, explorez. Et n'oubliez pas, la connaissance est un outil puissant. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.